Hello, hello everyone. I hope everyone can hear me Bonjour à tous, j'espère que vous loud and pouvez tous clear. m'entendre, que c'est assez clair, hein? Ok, bonjour. Je pense que nous sommes prêts à commencer. Nous allons commencer. Bon après-midi à tous et bienvenue au webinaire ici sur les métadonnées accessibles et l'exportation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gabrielle et je suis la directrice générale à Livre Canada. Et je suis ici aujourd'hui pour présenter les intervenants ainsi que modérer la séance de questions-réponses et aider avec tout problème qui pourrait surgir tout au long de la séance. Alors, avant de commencer avec la présentation, j'ai quelques points d'ordre administratif que j'aimerais vous présenter. La présentation aujourd'hui se déroulera en anglais avec l'interprétation simultanée en français. Il y aura aussi du temps alloué pour vos questions. Alors, merci beaucoup à nos interprètes pour le service qu'elles offrent aujourd'hui. Et pour ceux qui ne nécessitent pas l'interprétation, vous pouvez mettre le bouton d'interprétation en sortie. Alors, après, on va pouvoir vous pouvez donc poser vos questions dans les deux langues officielles. Nous allons aussi essayer plusieurs choses ici aujourd'hui. On va vraiment profiter de la technologie ici aujourd'hui et on va aussi essayer de répondre à vos questions durant la séance questions-réponses plus tard. Mais la plupart de la présentation ici va parler des métadonnées toutes les autres questions que vous allez avoir, n'hésitez pas à nous les poser, mais on ne va pas nécessairement répondre aux autres questions à l'exception du sujet des métadonnées. Si vous avez rencontré des problèmes ou si jamais vous avez des questions par rapport à la plateforme, n'hésitez pas à me contacter. Je suis l'organisatrice. Il y a aussi mon collègue qui est aussi là en tant que co-organisateur, Elina Talion. Et j'espère que l'interprétation en français fonctionne pour tout le monde. Alors, surtout pour ceux qui nécessitent ce service, j'espère que vous avez accès à ces services. N'hésitez pas à nous laisser savoir. Oui, ça fonctionne bien. OK. Merci beaucoup. OK, nous avons le réel plaisir d'organiser le webinaire d'aujourd'hui pour vous parler des métadonnées accessibles et l'exploitation. Et nous sommes là pour voir la mise en œuvre de l'acte ici. Surtout, on veut travailler pour incorporer l'accessibilité des métadonnées. Et ici, on vise vraiment à vous fournir quelques directives pour expliquer les métadonnées accessibles. Mais avant de commencer avec la présentation, j'aimerais prendre un instant ici pour vous dire que le webinaire est organisé en collaboration avec l'association ici des presses universités canadiennes, les maisons d'édition savantes francophones et anglophones du Canada. Et on va parler des livres numériques, techniques et autres, et tous les différents aspects techniques des métadonnées accessibles seront offerts en février, ainsi qu'un rapport au mois de mars. Et le rapport sera disponible en français et en anglais. Alors, soyez à l'afflux, suivez les communications, surtout si vous souhaitez participer à ces activités-là. OK? Sans plus tarder, j'ai le réel plaisir de présenter nos intervenants aujourd'hui, Christina Moussenili et Gré Gorio Pellegrino de la Fondation LIA. Merci beaucoup, Gabriel. Bonjour à tous.
Bon après-midi. Je pense que c'est l'après-midi de votre côté. Nous sommes en Italie, donc ici, c'est déjà la soirée, mais nous sommes tellement heureux d'être avec vous ce soir ensemble. Alors, on va commencer par vous dire qui est Christina. Alors, je vais laisser Christina se présenter. Bonjour, je suis Christina Moussinili. Je suis la secrétaire générale de la Fondation LIA. Il y a plusieurs rôles que je joue au sein de différentes organisations et je pense que je ne vais pas devoir lire toute ma biographie, mais je pense que ce qui est important ici, c'est de vous dire que nous sommes impliqués dans l'accessibilité depuis longtemps, surtout qu'on a commencé à travailler sur ça en 2011 quand le mot d'accessibilité était assez étrange dans le monde entier, comme on le voit, comparé à ce qu'on voit aujourd'hui. On le voit dans plusieurs organisations qui représentent différents types d'organisations et nous travaillons donc en tant que maison d'édition ouais, et nous sommes des éditions spéciales aussi. On a des normes en place et je pense que c'est une combinaison étrange, mais on essaye d'accomplir tout cela ensemble. Et bonjour à tous, Gregorio Pellegrino. Je suis ingénieur logiciel, mais je suis un fan, je suis amateur du domaine des métadonnées et j'aime ça. C'est la raison pour laquelle je suis ici avec vous aujourd'hui et un fait important sur moi est que je fais partie du consortium Daisy et au sein donc, nous sommes en train de travailler sur plusieurs spécifications sur comment diffuser les données accessibles aux utilisateurs. Et ici, on travaille avec plusieurs excellentes personnes à travers le monde entier et nous allons vous dire quelque chose par rapport à ces spécifications vers la fin de la présentation. Donc, commençons avec l'ordre du jour. Alors, Christina, à vous la parole. Et l'ordre du jour, ici, comme Gabriel l'a mentionné, j'aimerais vraiment remercier Gabriel et l'association avec laquelle on travaille. On a une courte présentation sur l'écosystème au sein duquel nous travaillons, mais on va vraiment se focaliser sur les métadonnées parce que il y a plusieurs différentes raisons pour lesquelles nous avons besoin de parler des métadonnées. C'est important de comprendre pourquoi les métadonnées sont assez importantes et avant de créer les métadonnées et qu'est-ce que ça veut dire gérer les métadonnées accessibles et pourquoi c'est important de travailler sur les normes. Et les normes sont tellement importantes, surtout si on veut publier les métadonnées dans un écosystème. Et alors, nous allons essayer de vous fournir un aperçu de ce sujet. Et l'objectif du webinaire, c'est aussi de récolter certaines habitudes que vous avez et des informations que vous pouvez partager avec nous afin de mieux préparer le deuxième webinaire et surtout de nous rassurer que les directives soient plus précises et afin de voir l'industrie d'édition du Canada. Donc, c'est la raison pour laquelle on a mis quelques questions dans le clavardage. Peut-être vous n'allez pas répondre à toutes nos questions aujourd'hui, mais ça sera très utile pour nous afin de préparer la prochaine étape. Et ici, je vous donne un bref aperçu de qui nous sommes. Comme je l'ai mentionné avant, nous sommes des animaux assez étranges. Nous sommes une fondation sans but lucratif créée en 2014 par l'Association italienne Editori en collaboration avec l'Union italienne del Sicci. Et on travaille, ces groupes travaillent ensemble et quelques années plus tard, ils ont rencontré plusieurs autres organisations et ils ont pensé que ces organisations pourraient faire partie de la fondation. Donc, ici, il y a l'association Dyslexia d'Italie, donc l'association italienne de la dyslexie, car c'est pas juste pour les personnes aveugles et la bibliothèque italienne pour les aveugles, Regina Margherita de Monza. Et il y a aussi 17 maisons d'édition. Et cela veut dire que des maisons d'édition qui
Imprime et il y a aussi, c'est la principale plateforme de prêt numérique en Italie et nous voulons vraiment nous rassurer que tout le monde soit capable de lire de la même manière et que tout le monde ait accès aux mêmes conditions. Et nous voulons vraiment promouvoir les publications accessibles. C'est important d'aligner les deux mondes, c'est de créer un monde accessible et aussi c'est question de distribuer cela via les canaux de distribution principales. Et c'est là où on voit la mission et on voit que les données sont importantes et nous faisons partie de l'organisme de normalisation W3C DAISY, le European Digital Reading Laboratory ISO et éditeur. On travaille avec ces groupes-ci pour voir le contenu. Il y a DAISY et on travaille aussi dans une organisation qui voit la pertinence et ces questions d'offrir des solutions de lecture, mais aussi avec des organisations qui sont là pour définir les normes des métadonnées. Donc, c'est tellement important pour nous. Et si vous souhaitez comprendre et avoir plus de nouvelles, alors le premier numéro dans le code 1, c'est la conformité. Et c'est la raison pour laquelle, c'est pourquoi, parce que nous étions les premières personnes qui ont essayé de diffuser les métadonnées dans le système, dans l'écosystème d'édition principal. Et nous étions les premières personnes à avoir le catalogue sur les métadonnées en vertu de tout ce qui était publié par les maisons d'édition. OK, donc maintenant, je vais demander à Gabriel de lancer le premier sondage. Ça fonctionne, j'espère. Et on va vous poser quelques questions sur qui vous êtes. OK, vous devez être capable de voir les questions en anglais et en français. Et la première question est, comment vous identifieriez-vous? Et est-ce que vous êtes éditeur ou créateur de contenu, fournisseur de services pour les éditeurs, agrégateurs ou distributeurs, bibliothèques numériques, magasins numériques, solutions de lecture, organismes spécialisés, experts en métadonnées ou autres? Veuillez préciser. Si c'est le cas, je vous invite à inscrire votre réponse dans le clavardage, surtout si vous vous êtes identifié comme autre. Et l'autre question, c'est que savez-vous des métadonnées? Et j'ai assez d'informations sur les métadonnées. J'ai des connaissances de base. Et qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Et qu'entendez-vous par métadonnées? La troisième question, vous pouvez voir que savez-vous de l'accessibilité numérique? Donc, il y a la barre pour dérouler les questions. Et qu'entendez-vous donc par l'accessibilité numérique? Je suis un expert ou une experte en matière d'accessibilité numérique et j'ai quelques connaissances de base sur la question de l'accessibilité numérique. Je vous demande de répondre à ces trois questions et par la suite, je vais pouvoir poser, OK, les associations de l'industrie, merci, OK. Je pense que vous avez choisi autre et Gabriel, peut-être on va fermer le premier sondage. N'hésitez pas de défiler votre barre pour voir les prochaines questions. Donc, allez-y. OK. Gabriel, peut-être on va fermer le sondage ou passer aux prochaines questions afin de voir les résultats. OK, voyons donc. Gabriel, nous dépendons de vous, hein? OK. Donc, je pense que on peut fermer le sondage et voici les résultats. OK, c'est bon, la technologie fonctionne bien. Et Daniel joue un rôle important, donc merci beaucoup. La plupart des participants sont des créateurs de contenu, des éditeurs, on a aussi des fournisseurs de services. On a certains qui sont des agrégateurs ou des distributeurs. Il y a d'autres qui sont des organismes spécialisés, des experts en métadonnées. Oh, c'est excellent. Il y a d'autres réponses
il y a des personnes qui ont répondu autres et nous avons, que savez-vous des métadonnées? Il y a certaines personnes qui ont répondu je connais, j'ai quelques connaissances. Il y a d'autres qui ont répondu, je connais très bien les métadonnées accessibles. Par rapport à la troisième question, la plupart d'entre vous avaient un peu de connaissances des enjeux d'accessibilité numérique. Et ici, je pense que c'est sur quoi nous allons nous attarder. Quelque chose qui est important, c'est important d'être clair afin d'être sur la même longueur d'onde, surtout par rapport à la définition de l'accessibilité. Pour nous, c'est assez clair. C'est pas une interprétation, c'est pas un moyen de voir les choses. C'est vraiment connecté à plusieurs enjeux. Et si on dit qu'un livre numérique ou est accessible, cela veut dire que c'est conforme en vertu des spécifications d'accessibilité, que ce soit pour les PDF et les directives en matière d'accessibilité. Donc, il y a plusieurs niveaux d'exigence. Les métadonnées accessibles aussi. Donc, c'est pas question d'interpréter ce terme-là, c'est vraiment des normes techniques qui sont déjà là et qui existent. Christina? Donc, quelques points ici à partager avec vous. L'accessibilité est davantage connue depuis plusieurs années car il y a quelques législations et quelques lois en place et conventions qui font en sorte que l'accessibilité devient un enjeu important. Le premier point, c'est la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Le deuxième point, c'est le Programme de développement durable à l'horizon 2030 l'handicap est un enjeu important et l'inclusion aussi est très important. Et il y a aussi les objectifs de développement durable. Il y a un écosystème qui voit que l'accessibilité est tellement important et nous croyons qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous devez voir l'accessibilité comme étant un élément important de votre stratégie d'édition et de publication. Il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Il y a la législation et nous croyons aussi que vous devez garder en tête que l'accessibilité veut dire qualité. Alors, si vous produisez du contenu accessible, des publications, des sites web et des applications, vous serez capable de fournir des produits de meilleure qualité et des services de meilleure qualité pour tout le monde. Donc, on a eu une expérience assez importante avec une maison d'édition en Italie avec laquelle nous travaillons. Et chaque fois qu'on travaille avec ce groupe-là pour qu'ils rendent quelque chose de plus accessible, ils améliorent le produit final pour les clients. Et l'autre élément, c'est de penser que l'accessibilité peut avoir une valeur opérationnelle assez élevée parce que vous pouvez offrir quelque chose d'exceptionnel à tout le monde. Vous ne devez pas toujours avoir une version spécialisée qui sont fournies par d'autres organisations. Mais ici, quand on vous voyez le client principal, ça sera vraiment l'élément majeur et ce sera la personne ressource. Et par la suite, vous allez avoir davantage de clients. L'acte législative européenne sur l'accessibilité, je pense que vous en savez déjà, c'est la directive européenne relative aux exigences en matière d'accessibilité applicable aux produits et services afin de créer un environnement de marché européen des produits et services fournissant un ensemble d'exigences en matière d'accessibilité. Et ceci veut dire que sont des législatives et des directives mises sur pied pour faciliter l'accès aux clients européens pour l'accès aux produits et services sans discrimination. Et c'est la raison pour laquelle cet acte législatif est importante, surtout pour toutes les organisations qui souhaiteraient vendre des produits et des services en Europe, parce que s'il y a des directives européennes afin de protéger et offrir des meilleures solutions aux clients. On voit les différents produits ici. Il y a des publications
numériques et des sites web de commerce électronique. Et cela veut dire que toute organisation en Europe qui se disent avoir des sites doivent avoir des sites accessibles et qui vendent des livres en ligne. Cela doit être accessible. Il y a un calendrier de l'acte législative européenne sur l'accessibilité et ça a été mis sur pied et approuvé en 2019. Et en 2022, la directive donc doit inclure l'accessibilité et doit inclure une grande partie des pays européens, mais la plupart des pays ont déjà mis sur pied cet acte législatif. Il y a plusieurs pays qui mettent ceci sur pied en ce moment. Et d'ici 2025, la directive s'appliquera à tous les produits et services disponibles pour les utilisateurs finaux de l'Union européenne. Il y a quelques exigences de l'acte législatif européen sur l'accessibilité en matière de commerce électronique. Cela veut dire que c'est important que l'information sur les produits et sur l'accessibilité, ça doit être de fournir des exigences précises par un site web commun et tout doit être accessible, que ce soit pour les services de commerce électronique. Et on doit vraiment voir que la vente et les fonctionnalités relatives à l'identification et la sécurité et au paiement doivent être disponibles. Donc, les clients et les services doivent être conformes à cette exigence. Et les exigences par rapport aux livres électroniques, il y a plusieurs exigences en vertu de l'acte législatif sur l'accessibilité. Donc, l'une des exigences de l'acte législatif, c'est que l'utilisateur final doit être au courant. Donc, tout doit être publié sur le site web du fournisseur et toutes les informations qui décrivent les caractéristiques en matière d'accessibilité, surtout de la publication. Et c'est fait parce que si quelqu'un achète quelque chose, la personne doit être certaine que ce qu'elle achète est conforme aux exigences. Donc, les métadonnées nous permettent de publier ces informations sur les plateformes numériques et d'afficher ces informations. C'est tellement important. Si vous vendez le contenu accessible, l'utilisateur final pourra comprendre comment ce contenu est accessible et ces personnes seront capables d'acheter directement du site web. Et les mêmes publications comme tout le monde qui est là et surtout quand on voit le besoin, des nécessités, ces outils-là. Et je pense que pour l'acte législatif, c'était tout. Et maintenant, je vais céder la parole à Gregorio. Alors, merci beaucoup. Voyons donc l'importance des métadonnées accessibles. Et on a déjà un peu, on a reçu des informations sur les métadonnées. Et si on voit la chaîne d'approvisionnement de l'écosystème de publication, on peut voir qu'on commence avec la publication. La production, la publication et les métadonnées. On a les canaux de distribution, on a les agrégateurs, les librairies et les bibliothèques en ligne, on a les services d'achat et de prêt, et on a les dispositifs d'aide à la lecture et solutions. Et ce qui est présent et commun, c'est les métadonnées. Dans la plupart des cas, la plupart des acteurs n'ont pas accès au dossier ou à la publication. Ils ont juste accès aux métadonnées et c'est le cas, par exemple, dans plusieurs systèmes de librairies et de bibliothèques. C'est la raison pour laquelle les métadonnées sont assez stratégiques, surtout pour développer un écosystème accessible. Parce que nous commençons par les métadonnées, car sans les métadonnées, les livres numériques sont invisibles. Et c'est assez il y a un point ici, on peut voir un produit ici sans image de couverture. Il y a juste un titre, il n'y a pas de prix, il n'y a pas d'information. Et selon vous, allez-vous acheter ce produit? Moi, je ne pense pas. Même si c'est le meilleur livre électronique qui existe dans le monde. Et c'est le cas pour les données génériques. Et essayons de nous mettre à la place de l'utilisateur final avec des utilisateurs qui sont aveugles. Et si il n'y a pas d'information
informations sur l'accessibilité de ce produit. Se pourrait que ce client n'achète pas ce produit parce que le client ne va pas savoir si ce produit répond à ses besoins. Et ici, j'aimerais donc partager une vidéo avec vous. Je vais partager, on va voir la première partie de la vidéo et après, on va vous partager le lien. Je vais essayer de partager l'audio aussi. Donc, essayons de voir si ça fonctionne. Non, je ne suis pas capable. OK, donc on va pouvoir partager le lien dans le clavardage vu qu'on n'a pas assez de temps. Et je vais partager le lien avec vous à la fin de la présentation. Et on aimerait vous poser, on aimerait vous inviter à nous répondre dans le clavardage ici. Donc, il y a des questions ici. Vos plateformes gèrent-elles les métadonnées accessibles? Les métadonnées sont-elles affichées aux utilisateurs finaux? De quelles sources proviennent les métadonnées accessibles? Nous essayons de comprendre ici comment voir le niveau de mise en œuvre et peut-être si vous pouvez inscrire votre réponse dans le clavardage et ça serait bon parce que c'est un micro ouvert. Et c'est pareil aussi dans la fonction question-réponse. Est-ce que vous avez des plateformes qui gèrent les métadonnées accessibles? Les métadonnées sont-elles affichées aux utilisateurs finaux? De quelles sources proviennent les métadonnées accessibles? Et à titre indicatif, si vous ne voyez pas le clavardage, vous pouvez cliquer sur les trois boutons de suspension. Vous allez être capable de voir le clavardage partage ou le chat. OK, merci. Je vois quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a dit que notre plateforme ne gère pas les métadonnées accessibles. Sentez-vous libre d'inscrire vos réponses en français aussi. On va essayer de les traduire. Allez-y, même comme mon français n'est pas bon, mais OK, je suis juste en train de faire une blague avec vous, mais par rapport au français, OK, c'est bon. Je pense qu'on peut continuer. En attendant que vous publiez vos réponses dans le clavardage. Alors, commençons ce parcours. Commençons par quelque chose qui crée les métadonnées accessibles. On va commencer par la création et l'aspect de distribution. Et donc, comme vous le savez, la chaîne la chaîne d'approvisionnement est assez longue. Ça commence par l'auteur et ça finit avec le lecteur. Et ici, le tableau est en italien, mais c'est pas important de comprendre toutes les étiquettes et tout ce qui a été inséré là. Et ce qui est important ici, c'est de comprendre qu'il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués. Et c'est important pour nous de rendre le livre disponible à l'utilisateur final. Et tout au long du processus, on voit que c'est assez complexe et le processus éditorial est assez complexe. On voit que deux fois, c'est pour la formation, l'éducation des livres professionnels, pour l'université, les STM, les livres pour enfants, la fiction, la non-fiction. Et tout ça représente les différents segments du marché et il se pourrait que ça fonctionne différemment. Donc, nous avons aussi différents types de livres avec différents niveaux de complexité et nous pouvons voir ça dans la prochaine diapo. Et il se pourrait qu'on a différents processus de conception et de production et même pour des éditeurs exerçant dans le même segment, il y a des open source et on a plusieurs auteurs et des joueurs et acteurs qui sont impliqués. Et il y a aussi les maisons d'édition qui pourraient changer et la taille de ces maisons d'édition peuvent changer. Il peut y avoir des grandes maisons d'édition et des petites maisons d'édition. Et comme j'ai mentionné dans la dernière diapo, cette matrice qui a été créée par quelqu'un en France, ça nous donne une idée de différents types de
publication et comment ça peut varier de la sémantique riche vers la sémantique pauvre. On peut voir l'accès sur le contenu et l'accès sur la mise en page. Et ici en bas, on a les livres d'art, les bandes dessinées, les mangas, les romans graphiques, etc. Et on peut voir les dictionnaires et les encyclopédies qui ont la sémantique riche et les dictionnaires et autres. Donc ici, on peut voir comment on travaille sur tous ces points complexes et ceux qui sont impliqués dans les métadonnées accessibles. Cela peut varier d'une situation à l'autre, d'une maison d'édition à une autre. C'est pourquoi cela dépend de la façon dont le processus est mené à bien, afin de comprendre qui devrait être impliqué. Comme vous le voyez, il y a différents partenaires qui peuvent être impliqués. Nous avons la gouvernance, la conception, la production et la distribution. Et potentiellement, à l'exception de la gouvernance, tous les partenaires peuvent faire partie des métadonnées et de la stratégie. Cela offre une bonne qualité de métadonnées en bout de ligne. Il y a trois approches à l'heure actuelle quant aux métadonnées. D'un côté, on pourrait dire que les distributeurs, que les fournisseurs devraient être en charge des métadonnées car ils connaissent les publications. Donc, selon les publications, ils peuvent décrire l'accessibilité. D'autres disent qu'un parti tiers, un certificateur d'accessibilité, devrait effectuer le travail. Par exemple, avec l'IA en Italie, nous vous offrons du contenu de métadonnées. Ainsi, il nous envoie les publications, nous vérifions la publication et si cela est conforme aux normes, nous produisons les métadonnées pour eux. D'autres vont dire que les distributeurs ou les agrégateurs, ceux qui téléchargent par exemple les plateformes, devraient créer les métadonnées accessibles. En ce moment, il n'y a pas une façon de faire qui prévaut sur une autre, mais nous croyons que le tout devrait être pris en considération. Avant de parler de cela, nous voulons vous poser une question. Donc, nous avons un deuxième sondage. Je vais demander à Gabriel de lancer le sondage. Donc, première question, produisez-vous des livres numériques en interne, en externe ou nous ne produisons pas de livres numériques? Donc, la première question, est-ce que vous produisez des livres numériques au niveau interne, externe ou vous n'en produisez pas? Ensuite, comment mettez-vous les livres numériques plutôt à la disposition des utilisateurs finaux par l'intermédiaire des sites web, par l'entremise d'agrégateurs et de distributeurs via des plateformes de prêt numérique, via des plateformes commerciales de lecture numérique, via des plateformes d'apprentissage en ligne pour, par exemple, le LMS. Ensuite, nous avons une autre question. Donc, selon vous, qui devrait créer les métadonnées accessibles des livres? Les créateurs de contenu, les fournisseurs travaillant pour des éditeurs, les agrégateurs ou distributeurs, les détaillants, les bibliothèques numériques, les organismes spécialisés ou autres? Finalement, existe-t-il dans votre organisme des personnes compétentes en matière de métadonnées accessibles? Donc, je vous invite à répondre au sondage.
Gabriel, quand vous verrez qu'il y a suffisamment de réponses, vous pourrez fermer le sondage. Ce sont des réponses très intéressantes pour nous. C'est, c'est intéressant de comprendre comment vous travaillez, car cela nous permet de mieux créer des métadonnées accessibles. Ah, voilà, le sondage est terminé. Donc, 62% euh, des répondants produisent des livres en externe, 38% en interne. La plupart d'entre vous mettent les livres numériques à disposition par l'entremise d'agrégateurs et de distributeurs. Certains d'entre vous utilisent le site web également. Et finalement, selon vous, qui devrait créer les métadonnées accessibles? La plupart d'entre vous croient que ce sont les créateurs de contenu, donc les éditeurs. 35% d'entre vous affirment que ce devrait être les fournisseurs qui travaillent pour les éditeurs. Et finalement, les agrégateurs ou distributeurs qui représentent 10% des répondants. Finalement, est-ce qu'il y a des personnes compétentes en matière de métadonnées accessibles? 54% d'entre vous ont dit oui, 46% d'entre vous ont répondu non. C'est très intéressant. Oui, Christina, allez-y. Quand vous produisez des métadonnées accessibles, il faut penser aux utilisateurs. Donc, s'il y a de l'information, n'hésitez pas à, à aller le mettre dans le clavardage. Nous avons eu de l'expérience en Italie. Nous travaillons avec des éditeurs et nous produisons des métadonnées accessibles pour eux. Cela fait partie de notre politique de contrôle de qualité. Maintenant, parlons des défis liés à la gestion des métadonnées accessibles. Comme je l'ai dit, les métadonnées se retrouvent partout dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, les éditeurs et les créateurs de contenu devraient être capables de créer des métadonnées ou du moins les comprendre. Les éditeurs et créateurs doivent s'assurer que ce soit acquis. Et pour les catalogues de livres imprimés, il faut acquérir et distribuer les métadonnées accessibles. Pour les librairies numériques, ils devraient afficher les métadonnées accessibles aux utilisateurs finaux et aux produits de recherche. De plus, il faudrait aux moteurs de recherche plutôt. Nous croyons qu'il y a un besoin d'un ensemble de compétences précises. Depuis 10 ans, nous travaillons dans ce domaine et nous croyons qu'une connaissance interdisciplinaire est nécessaire afin de créer et gérer les métadonnées liées à l'accessibilité. Cela permet d'avoir une bonne compréhension des publications en format accessible natif. De plus, il faudrait il faut une bonne compréhension. De plus, ce n'est pas facile d'avoir une personne qui possède toutes ces connaissances, surtout si c'est une personne qui fait cela pendant toute la journée. Généralement, c'est quelque chose qu'on effectue seulement à quelques reprises pendant l'année.
Ainsi, les éditeurs inexpérimentés peuvent compiler des métadonnées incorrectes ou contradictoires. De plus, il y a un grand nombre de données à gérer. Les métadonnées les plus importantes sont les titres, les sous-titres, le nom de l'auteur, la description du titre, la catégorisation, le titre, la page couverture. Voilà, j'en ai compté à peu près 9. Pensons maintenant aux métadonnées. Grâce à Onyx, nous avons plus de 30 codes précis pour l'accessibilité. De plus, nous avons plus de 50 codes précis pour l'accessibilité dans les métadonnées accessibles de l'EPUB. Donc, c'est un grand nombre comparativement aux métadonnées qui sont gérées d'habitude. Selon nous, l'accessibilité est gage de qualité. De plus, nous croyons que la qualité du contenu, ou disons l'accessibilité des métadonnées, implique des métadonnées de qualité. Il est probablement nécessaire de faire appel à un expert. Ce n'est pas un travail qui peut être effectué par n'importe qui. Il faut de la connaissance, comme je l'ai mentionné, car la connaissance reliée à ce sujet est très précise. Voici les erreurs que nous rencontrons le plus souvent lorsque nous vérifions le contenu numérique. Dans certains cas, les métadonnées accessibles ne reflètent pas le contenu du fichier accessible. Par exemple, la métadonnée affirme qu'il y a mathml, donc même s'il n'y a pas de formule. Ou, d'un autre côté, il y a certains éléments dans le livre qui ne sont pas répertoriés, comme la table des matières ou la liste des pages. Ou, par exemple, il y a une absence de métadonnées sur la conformité des spécifications. Ainsi, nous n'avons pas l'information précise quant aux publications. Ou, à l'inverse, il y a des problèmes d'accessibilité majeurs par rapport au livre, au texte. Dans certains cas, des métadonnées sont écrites, mais elles ne sont pas, lisibles par la machine. Dans la chaîne d'approvisionnement, nous voyons qu'il peut y avoir des problèmes. Par exemple, plusieurs, euh, euh, plusieurs publications avec le même ESBN sont faites dans différents formats, ce qui peut amener euh, des problèmes avec certaines de ces publications. De plus, il peut y avoir le remplacement de l'information sur l'accessibilité. Pour les librairies numériques ou les bibliothèques, il peut y avoir de la réception inégale. Et les solutions de lecture ne sont pas divulguées, ne sont pas présentées. Je ne pense pas que nous avons le temps pour ce micro ouvert, désolé. Je vais maintenant passer aux normes de communication de l'information sur l'accessibilité. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, il existe des normes quant aux métadonnées et il y a donc Onyx qui est connu et utilisé dans la chaîne de distribution commerciale. Nous avons schema.org qui est connu dans le PEB, des métadonnées. Donc, cela se fait à l'intérieur des publications ou ça peut être utilisé par des moteurs de recherche. Mais donc, c'est à l'intérieur de la publication. Alors que pour Onyx, cela va, euh, cela va à travers la chaîne d'approvisionnement, mais ce n'est pas relié à la publication en tant que telle. Puis, nous avons Marc. Il y a deux formats, Marc 21 et Unimarc, qui sont utilisés dans le système des bibliothèques. Onyx et Schema ont
possède beaucoup de métadonnées sur l'accessibilité et Marc commence à s'aligner avec les deux autres normes. Nous avons les directives sur l'accessibilité de l'EPUB. Donc, cela informe les créateurs de contenu sur la façon de créer des métadonnées accessibles. Donc, cela est conforme aux règles pour l'accessibilité des contenus web. Ça peut être utilisé pour les livres électroniques également. Et il y avait un point obligatoire par rapport à ces directives. Il faut que, il faut que la norme en tant que telle, il faut ajouter des métadonnées dans la publication. C'est une entreprise risquée, bien sûr, car plusieurs normes peuvent répandre de l'information de différentes façons et ainsi, nous nous retrouvons avec ce requin cheval, je ne sais pas trop comment l'appeler, qui est donc un hybride entre différentes choses. C'est pourquoi nous croyons que les métadonnées lisibles par machine sont importantes. En quoi cela consiste? C'est ce qui peut être lu par les humains et interprété par une machine. Donc, des algorithmes, des logiciels, des ordinateurs, etc. Le résumé d'accessibilité est une métadonnée accessible qui consiste en un texte libre qui permet au créateur de contenu de décrire les caractéristiques d'accessibilité d'un livre. Au fil du temps, le résumé d'accessibilité a changé d'objectif et sert désormais à fournir l'information qui ne peut pas être doublée par des métadonnées lisibles par machine. Donc, de l'information qui ne peut pas être exprimée par les métadonnées lisibles par machine. Par exemple, vous pouvez dire qu'il y a une description alternative. Donc, avec le résumé d'accessibilité, vous pouvez dire que cela a été créé par l'auteur ou par une organisation spécialisée. Pourquoi est-ce que les métadonnées lisibles par machine sont importantes plutôt que lorsque c'est écrit par des humains? Eh bien, parce que c'est automatiquement interprétable par les machines, ce qui permet une meilleure gestion et un meilleur filtrage de l'information. De plus, l'utilisation d'un résumé d'accessibilité pour décrire des caractéristiques d'accessibilité peut conduire à des descriptions incohérentes et confuses pour les utilisateurs. Un créateur de contenu peut créer un résumé d'une certaine façon, alors qu'un autre créateur va le faire d'une autre façon. Ainsi, ce n'est pas vraiment comparable. De plus, avec les métadonnées lisibles par machine, nous voulons normaliser et simplifier la présentation des métadonnées lisibles. Nous voulons utiliser différentes langues et différentes plateformes ainsi. C'est pourquoi nous nous concentrons sur les métadonnées lisibles par machine. Mais, mais puisqu'il y en a beaucoup, puisqu'il y en a plus de 50, comme je l'ai dit, le montrer aux utilisateurs finaux peut être complexe. Donc, il faut prendre le temps, nous pourrons prendre le temps d'en discuter un peu plus tard. Donc, nous voulons travailler sur la façon dont nous pouvons euh, représenter ces, ces métadonnées lisibles par machine aux utilisateurs finaux.
Donc, ce sont des choses qui peuvent être très techniques et qui s'adressent à des personnes très spécialisées. Donc, nous voulons convertir cela pour que ce soit facilement accessible pour que l'utilisateur final puisse comprendre facilement. Nous avons publié le premier document il y a 2 ans, mais nous avons compris qu'une nouvelle version était nécessaire. Ainsi, nous avons commencé à travailler sur cette nouvelle version l'an passé du document. C'est une ébauche à l'heure actuelle et c'est un grand changement comparativement à l'ancienne version. Voici l'idée. Nous voulons grouper ces métadonnées et pour chaque groupe, nous pouvons identifier un nom. Nous pouvons identifier une description textuelle qui permet à l'utilisateur de comprendre. Par exemple, nous en avons 4. C'est- Par exemple, une personne peut utiliser un lecteur d'écran ou alors une lecture à voix haute. Ou alors, nous avons un autre groupe qui combine différentes métadonnées et cela permettrait d'ajuster la représentation visuelle du contenu. Changer les couleurs, par exemple, changer la couleur de fond. Donc, cela peut être important pour certains utilisateurs finaux. Pour les utilisateurs finaux, il faut s'assurer que le tout soit clair. Et c'est pourquoi nous avons nous avons l'organisme W3C. Nous utilisons les caractéristiques du livre et nous montrons le logo LIA sur différents sites web italiens. Ainsi, si un livre est conforme avec les normes, eh bien, en cliquant sur ce logo, l'utilisateur peut avoir accès à toute l'information nécessaire quant aux métadonnées. Pour travailler au niveau international, nous avons commencé à faire des entrevues avec les utilisateurs. Nous voulions identifier leurs besoins. Actuellement, pour savoir si un livre numérique répond à leurs besoins, les utilisateurs téléchargent l'échantillon gratuit. Et ça pour voir si cela répond à leurs besoins. Donc, ils téléchargent l'échantillon gratuit, ils essaient de le lire. Si l'échantillon gratuit fonctionne, ils empruntent ou achètent le, le livre. Autrement, si cela n'est pas possible, ils vont se débarrasser du livre. Donc, voici les éléments importants suivants. Il faut que ce soit présenté de façon concise. Mais il faut également que ce soit expliqué pour que tout le monde puisse comprendre ce que cela signifie. Et c'est pourquoi nous avons mis sur pied cette structure. Donc, un nom court et une description par la suite. Nous avons également constaté qu'il y a plusieurs groupes qui travaillent sur les métadonnées accessibles et sur l'affichage des métadonnées accessibles. Et ce ne sont pas tous les participants qui étaient alignés. Il y a différentes directives initiales. Mais ultimement, pour les joueurs internationaux, c'est peut-être plus difficile de mettre en place chaque directive nationale et de s'ajuster. Donc, nous avons contacté des groupes de la France, de l'Allemagne, du Canada également, du Pays-Bas, du Canada, et nous avons suggéré de travailler avec le World Wide Web Consortium. Nous voulons ainsi obtenir une spécification qui est basée sur un consensus
et sur les critères des participants impliqués. C'est le travail que nous effectuons à l'heure actuelle. Nous voulons conscientiser tous les partenaires. De plus, nous faisons une mise à jour sur l'affichage des métadonnées et donc notre ébauche devrait être disponible euh, d'ici la fin de 2023. Nous avons débuté avec le contexte législatif. Ensuite, nous avons parlé de la création des métadonnées qui devraient être en charge des métadonnées, les normes. Si ce n'était pas un webinaire technique en ligne, en fait, nous aurons un autre webinaire plus tard cette année quant à la distribution. Et nous avons également parlé des défis et de l'affichage. Maintenant, nous pouvons débuter la période des questions. Vous pouvez écrire votre question dans le clavardage. Je crois qu'il y a des commentaires ou de l'information. C'est davantage de l'information que des questions, en fait, mais ce serait intéressant de les passer en revue. Certaines personnes ont commencé à produire des métadonnées et ils en sont encore au début. Les éditeurs produisent beaucoup de métadonnées, mais ce ne sont pas nécessairement eux qui les affichent. De plus, un autre point a été mentionné par Gregorio. Il y a la complexité des livres. Les métadonnées, par exemple, ne peuvent pas être copiées-collées d'un livre à l'autre. Ce n'est pas la même chose car les livres ne sont pas les mêmes. Donc, c'est quelque chose que nous devrions mettre en lumière, je crois. Il y avait une autre question à laquelle j'ai répondu dans le clavardage. Ah, je ne les trouve pas. Oui, par rapport aux plateformes. Oui, euh, par rapport aux plateformes. Pour le flot de métadonnées, il faut qu'il y ait une possibilité d'ingestion et d'affichage. Donc, ça devrait être adapté en conséquence. C'est quelque chose qui devrait être fait de façon automatique. Si vous n'avez pas le flux d'alimentation, eh bien, ce peut être un peu plus complexe. Et il y a autre chose qui est important. Grégorio a parlé des groupes, différents groupes de travail. Et comme je l'ai dit plus tôt, il y a, par exemple, le secteur des bibliothèques. Si vous êtes, par exemple, un éditeur universitaire, eh bien, vous êtes un consommateur intermédiaire. Donc, nous travaillons avec avec les agrégateurs italiens, nous vérifions les sites web et nous voulons nous assurer que ce soit conforme. C'est une de la façon dont nous affichons les métadonnées. C'est une des activités principales. Nous commençons avec les catalogues des éditeurs. L'écosystème changeant fait en sorte que nous travaillons de plus en plus avec les éditeurs universitaires
et les éditeurs. Donc, nous voulons que ce soit de plus en plus accessible. Il y a une question quant aux entrevues que nous avons effectuées avec les utilisateurs. Du travail similaire a été effectué également par d'autres organisations, des organisations qui travaillent sur les métadonnées en France, par exemple, et aux Pays-Bas. Je vais revérifier euh, si leurs commentaires sont disponibles. Si vous regardez le travail que nous effectuons avec le consortium et l'expérience des utilisateurs quant aux directives, tout le guide est basé sur les commentaires des utilisateurs. Ainsi, vous pouvez y avoir accès. Ah, eBorn Canada est en train d'effectuer la même chose. Il y a une autre question. Je ne sais pas si ce webinaire est le bon endroit pour se faire, mais c'est par rapport aux métadonnées qui doivent passer, par exemple, à Onyx ou à l'inverse. Donc, il y a une cartographie à faire entre Onyx et Schema. Nous allons en parler un peu plus lors du webinaire technique, mais je voulais vous dire donc qu'il y a une feuille de route qui permet à tout le monde de passer d'une norme à l'autre et cela, cette conversion manquait de valeur, mais l'an passé, grâce au travail de d'une organisation, l'organisation de Onyx, donc, la norme Onyx a été améliorée. Beaucoup de codes ont été changés grâce au travail des éditeurs qui gèrent l'organisation. Ainsi, le transfert entre les deux normes s'améliore. Et de ce fait, vous pourrez vous retrouver avec un transfert d'une norme à l'autre qui sera plus facile. Bien sûr, c'est encore un peu différent, mais pour les créateurs de contenu, il est stratégique de pouvoir passer d'une norme à l'autre. Alors, juste un autre commentaire par rapport au sondage auprès des utilisateurs. On a déjà effectué plusieurs sondages. On voit que c'est important de souligner les utilisateurs finaux, surtout les personnes qui ont un problème visuel et on doit vraiment visualiser pour les troubles de vision et on doit visualiser les expériences individuelles et en fin de compte, nous devons essayer de trouver une structure générale parce que si vous suivez chaque demande, ce ne sera pas possible de gérer toutes les demandes. Je pense que c'est une bonne chose d'écouter les exigences, de suivre les exigences, mais deux fois, il faut faire très attention. Alors, sinon, vous allez avoir plusieurs différentes demandes que vous ne pouvez pas nécessairement traiter. Et c'est question de trouver l'équilibre entre les demandes des utilisateurs finaux et les possibilités techniques. Et c'est pareil, si vous envoyez un sondage aux lecteurs qui sont visuels. Si votre site web, vous allez avoir plusieurs demandes. Je pense que c'est important de le faire. C'est très utile, mais en fin de compte, vous devez faire des choix et les choix sont aussi dus au fait que les gens ne sont pas habitués à utiliser les canaux de distribution populaires, surtout si l'écosystème change. Chaque partie de l'écosystème doit trouver un équilibre sur
surtout en termes de ce que on aime faire. S'il y a des publications générales, on doit vraiment voir les différentes capacités et les différents choix en termes de données. Peut-être vous devez faire quelque chose qui est relié et peut-être vous devez offrir des services personnalisés et voir les différents besoins. Je pense que c'est quelque chose que nous faisons. Nous offrons assez de formation le plus possible parce que la fondation aussi offre des formations pour les personnes afin de leur permettre d'offrir le contenu accessible. Donc, ça fait partie de l'écosystème et on voit que cette partie de l'écosystème a différents comportements qui changent de temps à autre. On a eu une très bonne expérience, par exemple, quand on voit le travail qu'on a effectué au sein des plateformes académiques pendant la COVID, surtout ceux qui ne pouvaient pas fournir des livres, papier aux étudiants et les personnes et handicapées qui ne pouvaient pas aller aux universités qui fournissent des données pour eux. Et les gens ont pu accéder à la plateforme. Et c'était mieux parce que le travail avait été fait par les maisons d'édition, surtout sont des maisons d'édition universitaires et le résultat obtenu, c'est qu'on a vu les rétroactions des utilisateurs et des autres personnes. C'est le résultat qu'on a reçu n'était pas nécessairement attendu. Ils ont reçu de très bons commentaires. Et je pense que vous avez reçu les détails et on prie ici que l'information qui sont fournies donc, vous pouvez utiliser ces informations en interne, ne les diffusez pas nécessairement car c'est protégé. Si vous voulez, il y a des droits d'auteur sur cette information. Si jamais vous voulez utiliser les diapos, n'hésitez pas à nous informer car c'est important pour nous de comprendre comment les informations et le contenu que nous vous avons fourni a été utilisé. Je sais que je parle aux maisons d'édition, donc vous comprenez exactement, vous comprenez l'importance des informations. Je voulais juste ajouter ici que dès qu'on va avoir l'enregistrement, on va aussi fournir l'information sur notre site web, surtout pour ceux qui n'ont pas participé. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce processus, vous allez recevoir un courriel avec le lien. Je pense que on tire vers la fin de notre temps pour toute personne qui a une question et que vous n'avez pas pu poser votre question aujourd'hui. Sentez-vous libre de nous envoyer votre question et nous allons voir si on pourra l'ajouter au webinaire du mois de février. Alors, restez à l'afflux de nos communications à venir et abonnez-vous aussi à notre bulletin de nouvelles. Vous allez recevoir toutes les annonces et tous les avis. Et est-ce que vous avez d'autres demandes? Si jamais vous avez des demandes supplémentaires par rapport au webinaire technique, n'hésitez pas à l'envoyer à Gabriel, même après le webinaire. Je pense que ça sera tellement utile pour nous afin de nous aider à mieux nous préparer pour les prochaines étapes. Oui, absolument. Ici, c'est la première étape et nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Juste un autre point important, nous connaissons vraiment la chaîne opérationnelle européenne. Nous connaissons vraiment les marchés et les acteurs. Donc, si jamais vous avez des documents ou des informations sur la valeur opérationnelle et comment on peut accéder au marché canadien, comment vous distribuez le contenu, je pense que ce sera très utile pour nous d'avoir ces informations sur le marché canadien, car nous connaissons juste le marché italien. Donc, si jamais vous avez quelque chose de similaire, n'hésitez surtout pas à nous partager cette information. Ce sera vraiment très utile. Et et on voit qu'il y a plusieurs associations qui travaillent aussi sur ça en ce moment et on pourra participer à ce travail aussi. Et comme vous l'avez mentionné,
vous l'avez mentionné dans la fonction question-réponse. C'est vraiment un bon temps pour nous de travailler sur cet enjeu-ci et plusieurs personnes sont intéressées. Et il y a plusieurs personnes qui travaillent sur ça au même moment. Et ce qui est réellement important, c'est ce qu'on fait au niveau international. C'est parce qu'on connaît l'utilisateur. Nous savons que les utilisateurs finaux peuvent avoir accès à plusieurs plateformes. C'est impossible pour une personne de comprendre comment de comprendre les différents volets et c'est important d'enseigner, de permettre aux gens de comprendre comment ces informations sont organisées. Si vous allez sur le site web, deux fois, vous pouvez voir plusieurs informations. Si vous allez dans les bibliothèques, vous allez voir que les informations biographiques sont diffusées d'une manière précise. Et ici, différemment par et deux fois, c'est impossible pour l'utilisateur final. C'est la raison pour laquelle on a parlé de l'accessibilité, surtout si des maisons d'édition essayent de faire des sommaires sur l'accessibilité. Les gens ne seront pas capables de comprendre les différentes caractéristiques du contenu. Donc, je pense que c'est important, surtout si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans ce domaine et que cette personne n'est pas en contact avec nous, n'hésitez pas à partager nos coordonnées avec ces personnes-là, car nous serons ravis de travailler avec ces personnes-là afin d'échanger des renseignements et des informations. OK, encore une fois de plus, merci Christina, merci Grégorio pour cette excellente présentation. C'est toujours fascinant d'entendre ce qui se passe dans ce monde, surtout de l'autre côté de l'Atlantique. Quand on voit, c'est important de voir que les choses coïncident avec ce qu'on vit chez nous. Donc, si jamais vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, n'hésitez pas à compléter le sondage. Et si jamais vous avez des questions, commentaires, vous avez aussi mon courriel. Donc, vous pouvez aussi m'envoyer un courriel et vous allez aussi voir les diapos qui ont été envoyés hier et l'information par rapport au webinaire. Vous allez voir tous les coordonnées là-bas et nous espérons vous revoir en février, surtout pour ceux d'entre vous qui sont là aussi aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Alors, passez un excellent après-midi. Bye bye à tout le monde. Merci.